On va laisser la parole quelques minutes à Monsieur Meyer, donc qui est Frédéric Meyer, qui est le sponsor, qui représente le sponsor exclusif de cette journée, Malakoff Médéric, qui va nous expliquer un petit peu pourquoi il était intéressé de soutenir un tel événement dans cette université. Et puis ensuite, je demanderai aux animateurs des ateliers, cette fois-ci pas de vous faire un paperboard, mais de vous faire une rapide synthèse de ce qui s'est échangé dans leur atelier. Et puis du coup, nous passerons véritablement et pleinement à la dernière plénière de cette journée. Beaucoup. Je voulais vous présenter quelques excuses pour mon retard ce matin. J'ai eu la chance de voir que l'espace-temps qui relie Paris et Lyon pouvait parfois être un peu déplié par une rupture de caténaire. Je ne sais pas si vous savez qui est Malakoff Médéric. Nous sommes un groupe de protection sociale. Nos métiers, c'est par délégation à GIRC et ARCO, la gestion de la retraite complémentaire. Je ne vais peut-être pas beaucoup m'étendre sur ce sujet-là. Je vais peut-être me porter sur notre autre secteur d'activité, concurrentiel, assurantiel. Nous sommes un groupe de protection sociale qui développe ses activités dans le domaine de la prévoyance et de la santé collective. Et depuis quelques années, prévoyance et santé individuelle. Donc nous avons une activité d'assureur à la personne. Nous gérons sur le plan de la santé et de la prévoyance 3,7 millions de salariés et de particuliers. Nous avons sponsorisé cet événement au-delà du fait que c'était avec l'IAE Lyon qui nous intéresse particulièrement. Là, c'est le RH qui parle. Je suis peut-être me présenter un petit peu plus. Je suis directeur du développement des ressources humaines et des relations sociales du groupe Malakoff Médéric. Donc, il y avait l'IAE de Lyon, mais au-delà de ça, il y avait surtout une problématique qui nous intéressait particulièrement, parce que cette problématique fait écho à une des convictions stratégiques qui structurent le développement du groupe depuis maintenant 8 ans. Et cette conviction, elle est que l'entreprise doit être et est un territoire de santé, un territoire sur lequel les acteurs de la santé, les acteurs de la prévention, les assureurs peuvent agir. Le but du jeu, là, c'est d'essayer de travailler à ce qu'on recompose des bénéfices pour l'ensemble des acteurs. Et le groupe Malakoff Médéric développe un certain nombre de services qu'il associe à ses contrats santé, à ses contrats prévoyance, pour œuvrer au mieux travailler et au mieux vivre au travail. Alors je sais que certains nous ont interpellés sur certaines de nos pratiques. On a eu un exposé assez intéressant, vraiment très intéressant même à l'instant, avec différents acteurs acteurs publics de cette problématique, et qui mettait en exergue le fait que un des grands enjeux qui est peut-être pas encore suffisamment balayé par nos actions aujourd'hui est celui de la question de l'organisation du travail et donc du champ le plus primaire finalement du domaine qui nous intéresse aujourd'hui. C'est clair que c'est souvent le parent pauvre de nos problématiques et c'est un domaine sur lequel, avec des relations fortes avec l'ANAC par exemple, le groupe Malakoff Médéric réfléchit aujourd'hui. En fait, ce que l'on balaye à travers tout ça, c'est cette logique, c'est-à-dire qu'on a la conviction qu'en améliorant les conditions de travail, ça permet de dégager des bénéfices pour l'employeur, via meilleure productivité par exemple, pour le salarié, parce que le bénéfice peut être aussi redistribué vers le salarié, multiples façons de redistribuer, je ne vais pas entrer dans les détails. Bénéfice aussi pour la collectivité nationale. Je ne vais pas revenir sur tous les débats qui structurent aujourd'hui, qui structurent notre société, sur ces problématiques d'équilibre de comptes publics. Voilà. Donc, derrière cette logique-là, derrière ce sponsoring qui peut vous apparaître un peu anecdotique, il y a donc un travail de fond qui est mené par notre groupe et le développement de différents services, de différents outils, depuis un observatoire de la santé au travail en entreprise, jusqu'à des produits comme l'accompagnement, mon accompagnement reprise, qui est un produit destiné à accompagner la reprise, le retour au travail des salariés qui sont en arrêt long depuis plus de 30 jours, avec tout un dispositif qui les amène petit à petit à se resocialiser et à renouer le lien avec le travail. Je pourrais vous en évoquer énormément de ces produits. Le mieux peut-être, ce serait que vous preniez contact avec notre groupe afin de les découvrir. Merci beaucoup.
Je vous propose, on ne va pas respecter exactement l'ordre des ateliers. L'idée, bien évidemment, c'est comme nous n'avons pas tous ici le pouvoir de nous couper en trois et d'être dans trois salles en même temps, c'est vous donner à voir dans les deux autres salles ce qui s'est passé dans les deux autres ateliers. Je vous propose qu'on commence pour des raisons de contrainte de temps par l'atelier numéro 5 qui était présidé par le professeur Jean-Pierre Neveu, donc sur les institutions intervenantes en matière de RPS et de lutte contre les discriminations. Donc quelques minutes de synthèse. Je vous remercie. Alors, oui, je me présente. Je suis Jean-Pierre Neveu, je suis professeur de gestion des ressources humaines à l'IAE de Montpellier. Donc, l'atelier intitulé Les institutions donc intervenantes, RPS et lutte contre les discriminations. Il s'agissait d'un atelier particulièrement intéressant, surtout dans un pays comme le nôtre qui est aussi aidé et réglementé par un nombre d'institutions publiques, associatives, voire même privées, comme la CARSAT, qui gère des fonds publics tout en étant privée. Donc il s'agissait d'une approche, d'un débat particulièrement intéressant, où on avait l'impression d'être entre texte, pratique et silence. Alors, par exemple, il y a des textes concernant la médecine du travail, avec bien évidemment une pratique tout à fait intéressante sur un plan développé par les médecins inspecteurs du travail, dont le nombre est d'une quarantaine en France. Donc, c'était, disons qu'au-delà du texte et de l'implication des professionnels qui a été présentée, il y a quand même de la marge en termes d'aide. Des questions ont été posées aussi relatives. Et bon, voilà, on parle beaucoup d'institutions intervenantes qui ont rapport avec le privé. Or, quid du public, sachant bon, qu'il y a peut-être aussi des problèmes dans les institutions publiques. Relevant d'une, je sais que l'université a parfois des petites faiblesses. Donc, en effet, quid de l'action qui parfois relève plus de pratiques aléatoires et très empiriques sur un plan local et en fonction de directives qui émanent, on va dire, comme on dit dans le public, d'en haut, mais sans vrai cadrage, ni peut-être, pour employer un terme un peu fort, professionnalisme de la mission. Donc, ensuite, une autre thématique. Quelle est l'articulation, un petit peu, puis la cohérence, la lisibilité entre... Nous avions donc 4 institutions, CARSAT, ANACT, INRS et Médecine du travail. Alors, il existe des pays européens qui ont un peu intégré tout ceci sur un plan fonctionnel, sur un plan des organisations, sur un plan de l'action. Marqué que, en effet, s'agit-il, quand on parle de discrimination, etc., de qualité de vie au travail, après tout, quel est le rapport avec ce qui avait été fait dans le milieu des années 70 sur les conditions de travail? Finalement, c'est quelque chose de nouveau, ou un empilement, ou un parallèle, comme sur le plan européen. Vous avez une fondation sur l'amélioration des conditions de travail à Dublin, et puis l'organisation, une institution sur la santé et la sécurité au travail à Bilbao. Voilà. Alors, il a été dit que depuis au moins 2011, il y avait une mise en place, justement, une sorte de rationalisation depuis 2011 des acteurs qui devaient être amenés à travailler ensemble, et qu'on s'acheminait, c'est le versant peut-être positif, vers une rationalisation des efforts autour de thèmes communs, avec les médecins, les inspecteurs du travail, les ingénieurs. Alors pour une mutualisation au sein de grandes institutions uniques, bon là, on ne sait pas trop, on verra peut-être. Ensuite, évidemment, les niveaux d'action. Chacune des institutions a une histoire
et évidemment une appréhension du domaine qui lui est propre. Qu'est-ce qu'il en ressort? Bon, ce fut quand même assez riche. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le savoir-faire sur l'intervention terrain, avec, pour reprendre ce qu'a dit M. Benoît de l'INRS, changer le travail, c'est-à-dire donc une approche très, on va dire, très directe. Hein. Et puis, ensuite, un complément où on essaie de replacer la personne dans un contexte avec l'organisation et de se dire que finalement les organisations ne doivent pas uniquement s'intéresser à l'interface homme-tâche, mais aussi s'intéresser à ces organisations et à aider les organisations à repenser leur organisation du travail. Un intervenant de la salle a posé la question, oui, quid des TPE, des très petites entreprises? La situation, leur rapport face à ces diverses institutions est parfois difficilement compréhensible, se sentent un peu laissés à l'abandon parce qu'ils ne sont pas sous la gouttière un petit peu des grandes organisations. Donc, in fine, c'est toujours pareil, hein, on revient, le texte, la pratique, les silences, les espérances. Et finalement, ce que j'ai pu pour conclure, en tirer, c'est que nous nous situons, ce qui semble quand même un paradoxe, depuis, il a fallu comme à la fin de la guerre pour réaliser qu'il faut faire des choses et que finalement qu'il fallait essayer de travailler ensemble, qu'il existait une lumière au bout du tunnel, ce qui, on va dire, est positif, à l'aune d'une situation européenne qui est quand même, je peux le dire, en avance sur la France. Et là, on va dire, c'est l'universitaire qui parle, puisque sur un plan de la recherche, proprement dit, la France est une naine en ce qui concerne les études véritablement scientifiques du domaine. Donc, ça ne veut pas dire ne peut pas grandir, mais au moins, parce que je viens d'entendre par les institutions représentatives, une prise de conscience a l'air d'avoir été prise. Et puis, bien, donc finalement, ce fut, on va dire, assez positif. Merci, voilà. Professeur Neveu. Deuxième atelier, donc, qui était animé par Max Mamou. Si j'ai pas de place, tu sais, c'est la place de tout le monde. Je t'en prie. Donc, l'atelier sur dignité de la personne du salarié, un nouvel enjeu pour une nouvelle responsabilité des organisations. Point d'interrogation. Donc, synthèse rapide des échanges et de ce que tu as pu en retirer. Merci Max. Je ne vais pas me plaindre de l'organisation. Je fais partie du comité organisateur, mais je n'avais pas prévu. Je devais faire un compte rendu, donc excusez la qualité. J'espère j'espère que je serai fidèle à ce qui s'est dit. Donc, la question qu'on s'est posée dans l'atelier, vous l'avez entendu. 3 intervenants et demi étaient dans cet atelier, 2 représentants d'entreprises, on va dire de taille moyenne, 1400, 3900 salariés, et un représentant du groupe Orange, donc 100, 2000 salariés. Autour de cette question, et moi-même qui suis intervenu à la fois comme animateur et puis comme avocat, donc juriste, pour apporter des éclairages de droit sur la notion de dignité. Ce qui est ressorti des échanges, c'est que finalement le mot dignité, même s'il apparaissait pas, c'était un petit peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la dignité sans forcément le savoir. C'est un concept qui parle aux personnes qui ont pris part à ce panel, mais qui n'est pas forcément nommé en tant que tel dans l'entreprise. En revanche, ce qu'on arrive à bien identifier, ce sont les indignités. C'est-à-dire que autant la dignité elle-même n'est pas exprimée, en revanche, dès qu'apparaît une indignité, elle est assez rapidement identifiée par le corps social. Les outils et les dispositifs qui ont été mis en œuvre sont des dispositifs d'écoute et de parole. Il a été jugé donc particulièrement efficace de mettre en place des dispositifs d'écoute et de parole individuelle avec la présence ou pas de tiers de confiance afin que puisse se libérer à l'occasion de ces échanges à la fois la souffrance et puis soit abordée les solutions aux situations de souffrance, qu'elles soient issues de situations de discrimination ou de situations RPS classiques, j'allais dire.
le concept de boîte à idées est aussi monté de la salle, et le sujet de la dignité peut apparaître dans les échanges avec les salariés sollicités. La prise de parole individuelle, donc d'un côté, et puis la prise de parole collective, c'est l'expérience d'Orange, où pour déconstruire les stéréotypes, il y a des prises de parole qui sont faites par le département égalité des chances sur des sujets comme orientation sexuelle, management du fait religieux, où des experts interviennent et restituent et acculturent, on va dire, le corps social à ces dimensions de lutte contre les stéréotypes. Voilà une expérience qui naît en tout cas dans le cadre du contrat social, la refondation chez Orange, des constats qui ont été faits sur justement le fait de payer cher, le fait de ne pas parler justement avec les salariés. L'intervention que j'ai pu faire a rappelé la présence du droit dans la jurisprudence et a avancé l'idée d'une obligation de sécurité de résultat élargie à la discrimination, l'émergence d'un principe de dignité comme principe autonome et l'évocation d'un éventuel préjudice spécifique qui permettrait d'indemniser les atteintes à la dignité du salarié. C'est le mot reconnaissance finalement qui est apparu au détour du mot dignité. C'est un mot qui apparaissait comme plus consensuel, en tout cas beaucoup plus abordé, ce besoin de reconnaissance des salariés et comme forme d'expression d'une dignité au travail. Et c'est là qu'on a eu la chance d'avoir l'intervention non prévue de Roland Gory qui nous a éclairé sur le risque que nous prenions tous ici à ne penser nos problèmes qu'avec le monde avec lequel nous vivons, comme au fond de la caverne, sans comprendre que derrière, il y avait des dispositifs qui étaient à l'œuvre et qui, à travers le capitalisme financier, nous obligeaient à jouer avec des règles du jeu qui, de toute façon, étaient exclusives du principe de dignité humaine. Et donc, c'était très difficile, en gardant le cadre actuel du capitalisme financier, je pense que vous reviendrez là-dessus, donc je ne me suis pas très long, de penser à des solutions qui soient vraiment efficaces. Mais on va voir toute une présentation là-dessus. La dignité est apparue pour notre auditoire comme donc membre de l'atelier comme tout à fait compatible avec la performance, mais on s'est aperçu que traiter de la dignité des salariés prenait du temps et que le système ne connaissait pas ce temps-là. Passer du temps avec les salariés pour savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils peuvent faire, c'est du temps que l'organisation ne dégage pas. A été évoqué de manière annexe le risque de juridicisation et de judiciarisation, que la dignité soit prise par l'angle du droit alors que ça pourrait l'être par l'angle du dialogue social. Et on s'est tous dit que il n'y a plus qu'à. Donc voilà, ça peut devenir un objet de dialogue social, la dignité. Des propositions concrètes, parler des hommes et des femmes plutôt que parler des salariés. Évidemment, en parler de retour dans nos structures respectives. Et Florian Moulin qui a évoqué le long chemin qui nous attendait si on s'engageait dans cette voie-là. Voilà. Merci Max Mamou, merci. Dernier atelier, donc le professeur Herreros, collègue de Lyon 2, ravi qu'on puisse se retrouver à travers cet événement. Gilles, spécifiquement sur l'approche que peuvent avoir les médecins du travail et les rôles que peuvent avoir les CHSCT, toujours sur ces questions de prévention des risques psychosociaux et des situations discriminantes et harcelantes. Bien, oui, tout à fait. Donc, un atelier avec 3 intervenants, 2 médecins du travail et une syndicaliste, membre du CHSCT des hôpitaux des aéroports de Paris. Bon, alors, contrairement à l'intervenant précédent, je crois que je ne vais pas pouvoir revendiquer la fidélité aux propos qui ont été tenus. Ils étaient tout à fait intéressants, mais évidemment, je les ai entendus au travers du prisme qui est le mien, et évidemment, je vais vous infliger le prisme en question, c'est-à-dire que je vais traduire ce que j'ai compris, et probablement que je vais commettre un certain nombre de trahisons, classiquement. Donc, je vais faire 5 ou 6 remarques qui sont dégagées de ce que je crois avoir entendu lors de cet atelier. Tout d'abord, première réflexion, ce matin j'ai cru comprendre
dans les exposés liminaires qu'il y avait des efforts de définition à faire entre ce qu'on appelait la discrimination, ce qu'on appelait le harcèlement, ce qu'on pouvait appeler les RPS. Et dans cet atelier, il y avait une sorte d'halo sémantique, quoi, où les termes pouvaient être utilisés les uns à la place des autres sans que ça ne choque personne, comme si les questions de substantifs étaient moins importantes que les questions de substance, c'est-à-dire vraiment de ce qui se passe concrètement dans les organisations. Donc l'effort de définition terminologique a été passé à la trappe, et j'ai envie de dire que c'était pas plus mal, puisque finalement ce sont bien les questions qui sont posées par toutes ces difficultés qui nous intéressent. Deuxième remarque, j'ai été frappé du contraste entre ce qu'on a entendu ce matin dans certains ateliers, enfin ce que j'ai entendu ce matin dans certains ateliers, et ce que j'ai entendu cet après-midi. J'ai l'impression qu'il y avait deux types de discours. Ce matin, un discours qui pouvait être extrêmement institutionnel, où des entreprises nous présentaient avec beaucoup d'énergie ce qu'elles avaient mis en place, et on voyait poindre dans une langue qui était une langue managériale combien les collaborateurs étaient pris en compte par les institutions qui déployaient une énergie considérable pour prendre soin d'eux, je simplifie évidemment. Et ce discours institutionnel, si vous voulez, lissé, n'était pas du tout présent cet après-midi auprès des intervenants, donc médecins du travail, membres de syndicalisme, membres de CHSCT, où le discours était plus expérientiel, si je peux me permettre, où des cas étaient évoqués, des cas de souffrance individuelle et collective, et d'une certaine manière, je me disais que finalement, les institutions, leur boulot, le boulot du discours institutionnel, c'est de rendre supportable l'insupportable, quoi. Et que quand les institutions déploient une énergie considérable pour montrer combien il pourrait être supportable de mettre en place des dispositifs gérant individuellement la manière dont les gens ressentent les RPS, peut-être que ces dispositifs-là, dans leur volonté institutionnelle, sont à interroger, quoi. Au-delà de la bonne volonté des gens et de l'énergie qu'ils y déploient. Donc cette évocation m'était suggérée par les propos tenus par les trois intervenants. Autre remarque, pour approcher les RPS, terme générique que je vais utiliser, même s'il recouvre d'autres dimensions, les intervenants ont toujours évoqué la nécessité de resituer le contexte, c'est-à-dire un contexte qui peut être un contexte local, par exemple lorsqu'il est question de souffrance au travail à l'hôpital. Il serait une erreur de ne pas resituer ce qui se passe dans l'hôpital public aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, avec l'instauration d'un dispositif productiviste, en quelque sorte, avec la tarification à l'activité, la T2A, la mutualisation engagée par la nouvelle gouvernance, etc. Et qu'on ne pouvait pas dissocier les problèmes de RPS vus émergents par la souffrance des individus, de contextes plus généraux qui sont des contextes productivistes où il s'agit d'améliorer la productivité. Ce matin, certaines entreprises nous le disaient d'ailleurs, si on s'intéresse au RPS, c'est que ça a un coût et que si on réduit ces coûts, ça améliore la productivité. Donc il est probablement difficile de ne dissocier cette quête incessante de productivité, qu'on soit dans le public ou dans le privé, et la nécessité de s'intéresser à la souffrance au travail. Autre remarque qui a été faite pour montrer combien il était difficile de résister à ce mouvement qui insécurise les salariés, c'était la fin des collectifs. La fin des collectifs, alors ça a été évoqué à plusieurs reprises dans la journée, la fin des collectifs doublée d'une certaine peur à prendre la parole, vous voyez. Là où les organisations syndicales ou les CHSCT pourraient être des réceptacles d'une prise de parole souffrante en quelque sorte, même cette parole souffrante n'arrive pas jusqu'aux organisations syndicales de peur que celles-ci ne viennent nuire aux salariés. Et donc de nouveau une espèce d'importance à souligner le contexte. Je force le trait, le terme n'a jamais été utilisé, mais un peu délétère. Vous voyez. Alors, poser les problèmes de souffrance au travail en lien avec des contextes délétères, c'est éviter de tomber dans le piège du discours classique qui consiste à dire que les gens qui sont en souffrance ont une fragilité particulière, personnelle, liée à leurs difficultés de vie hors travail. Bien.
Alors, le contexte étant donné sur les modalités à partir desquelles on appréhende la question de la souffrance au travail, l'outil CHSCT a été évoqué comme un levier possible. Alors, à la fois, il me semble avoir compris qu'on avait des dispositions qui, sans cesse, depuis une dizaine d'années, rendent plus, j'allais dire plus facile, moins difficile les interventions du CHSCT. Le droit d'alerte qu'il est possible de mobiliser a été évoqué. Le recours au tiers, c'est-à-dire à une dimension tierce, par exemple celle de l'expertise, où un regard extérieur peut venir appuyer le travail du CHSCT pour alerter, encore une fois, une direction d'entreprise sur les situations problématiques. Le recours en justice, qui est peu utilisé, qui est difficile, mais qui, semble-t-il, doit être un levier également pour les CHSCT. Alors toutes ces dimensions ont été soulignées, mais elles se sont doublées d'un autre constat, c'est-à-dire qu'il y avait toute une série de difficultés qui rendaient compliqué pour les CHSCT de mobiliser les leviers dont ils disposent. Par exemple, il y a une diversité de questions qui sont traitées dans les CHSCT. J'ai bien aimé la formule, on traite aussi bien les gens qui tombent dans les escaliers que la question des RPS, et que toutes ces dimensions très techniques, très prosaïques de quelqu'un qui s'est cassé la jambe en tombant dans un escalier, qu'on peut essayer d'approcher, ou quelqu'un qui s'est pris les pieds dans une prise, qu'on peut approcher sous des angles extrêmement techniques, et ça les CHSCT, semble-t-il, savent faire, parce que ça fait très longtemps qu'ils s'occupent de questions de ce genre, se trouvent aujourd'hui complexifiés par l'émergence de cette notion de souffrance au travail. On ne sait pas tellement comment l'attraper. Et il n'est pas impossible que les membres du CHSCT, aient beaucoup de difficultés en termes de formation pour se saisir de ces questions, n'aient pas toujours le soutien, même si le plus souvent c'est le cas, mais pas toujours le soutien de l'ensemble des partenaires. Par exemple, les médecins du travail peuvent être un soutien considérable, mais ils n'ont pas toujours la possibilité d'être présents dans les CHSCT, submergés qu'ils sont par le suivi d'innombrables entreprises, etc. Donc il y a là une difficulté forte pour faire converger les efforts. Par ailleurs, les élus des CHSCT sont renouvelés régulièrement, tous les 3 ans, je crois que ça a été évoqué, et donc du coup leur spécialisation sur ces questions-là est rendue difficile. Alors, émergeait l'idée, et je conclurai avec ça, que bien sûr les structures classiques des relations professionnelles comme les CHSCT sont des outils possibles pour lutter contre l'extension des RPS, mais on pourrait imaginer aussi des dispositifs ad hoc. Alors ad hoc, des émergences contextualisé en quelque sorte. Bon, il a été question d'une commission créée en lien avec le CHSCT, mais différent du CHSCT, donc qui ne traite pas toutes les questions que le CHSCT approche généralement, et ces commissions ad hoc, rassemblant la pluralité des voix de l'organisation, pourraient avoir une espèce de singularité, de spécialisation sur la question des RPS. Et je fais cette hypothèse, on pourrait imaginer que des commissions ad hoc, des structures ad hoc, peu importe, traitant des questions lorsqu'elles apparaissent, pourraient se désinstitutionnaliser un peu. Et je reviendrai à mon propos introductif. Il me semble que sans doute que les outils institutionnels sont intéressants ou importants, indispensables même, mais pour affronter cette question compliquée qui ravage les milieux de travail aujourd'hui, hein, comme jamais, je crois que des dispositifs qui seraient institutionnels ou à côté des dispositifs institutionnels, dont la vocation est de lisser un peu excessivement les choses, serait peut-être bénéfique. Voilà ce que j'ai compris de l'atelier. Merci. Merci à nos 3 animateurs. Je vous libère, messieurs. Bien. Voilà, comme ça, on a essayé dans l'organisation, à travers les paperboards, merci aux étudiants, aux animateurs de ce matin, et puis dans ces restitutions orales, de vous donner une vue d'ensemble, malgré l'organisation d'ateliers en parallèle, ce qui permet de mieux, je l'espère, faire circuler les idées. Alors, malheureusement, vous le savez, Jean Roux n'a pas pu venir pour des raisons de santé. Je ne vais bien évidemment pas le remplacer, cela va de soi. Juste 1 ou 2 points sur pourquoi, finalement, on avait souhaité l'inviter. Et puis ensuite, je me permettrai de donner quelques mots d'introduction par rapport à M. Goury, qui va, là encore, bien nous permettre d'attaquer le problème sous d'autres angles et puis de prendre un tout petit peu aussi de hauteur
par rapport à un quotidien, une technicité, des institutions, des pratiques instituées, instituantes parfois, qui sont très présentes sur ces sujets. Alors, il est clair que, au-delà du fait que Jean Roux est un Lyonnais, eh bien, un simple rappel, c'est quelqu'un qui a été à l'origine, alors on le sait, dans un mouvement porté par la CFDT, la démocratie sociale, et la fille de Delors qui était à l'écriture, un très vaste système de textes dont, à mon avis, on voit à la fois le caractère ancien, mais aussi des résurgences dans le monde du travail d'aujourd'hui. C'est clair que la question de la démocratie économique et de la citoyenneté était au cœur de la réflexion de la transformation du Code du travail à cette époque-là, et avec une espèce de volonté de mieux responsabiliser les parties prenantes et de les laisser localement prendre en charge la négociation du cadre de la relation de travail, de la faire descendre à un niveau beaucoup plus local. Bon, est-ce qu'on y est arrivé? Ça, je laisserai ça à votre réflexion et à nos débats. On le sait, c'est aussi à ce moment-là que se renforce le principe de non-discrimination au travail. C'est à ce moment-là, toujours en 81, qu'est créé le CHSCT dont on vient de parler. C'est à ce moment-là que émerge très clairement la question du droit de retrait, la possibilité pour une personne dans des situations particulières de pouvoir se retirer d'un milieu de travail qui la met en danger. Et donc là, la question de la dignité n'est franchement pas loin. Et puis, ce qui, moi, alors n'ayant pas un regard de juriste, m'a beaucoup interpellé, c'est la question du droit d'expression, alors qu'effectivement étaient les fameux comités d'expression directe de la loi Roux, qui existent toujours dans le Code du travail, qui, à mon avis, ne sont plus du tout activés dans la réalité de la pratique du Code du travail. Mais il me semble, dans les contacts que je peux avoir avec les entreprises, qu'aujourd'hui, autour de cette question de la parole, très individuelle, se pose aussi, et c'est un éclairage qui me semble important, la question d'une parole collective. Donc, on parle, alors je vais faire ça avec mes termes de gestionnaire des ressources humaines, de communauté de pratique, on parle de groupes de réflexion, on voit que les entreprises savent qu'il serait souhaitable de pouvoir laisser en les institutions, en faisant en sorte que ça soit le moins institué possible, des endroits où il émerge une parole collective, alors qui peut être horizontale, mais qui peut aussi appartenir à une parole avec une relation hiérarchique, et qui donc permettrait de pouvoir parler des situations concrètes de travail entre des gens qui la partagent aussi dans le lien de subordination. Alors, quelque part, c'était déjà finalement des idées très présentes en 81, dans un contexte socio-historique qui a évidemment beaucoup changé. Donc, à mon avis, on en reviendra certainement, il y a un certain nombre de choses qui étaient à l'origine de cette réflexion et de cette transformation du droit qui n'ont plus valeur aujourd'hui, mais d'autres qui, en fait, sont, à mon avis, réinterrogés et reviennent sur le devant de la scène. Alors malheureusement, on ne pourra pas avoir l'avis de Jean Roux, mais je suis sûr qu'ici, tous, on reviendra sur ces aspects-là. Alors finalement, deuxième point, eh bien, qu'est-ce qui nous a amené à proposer à Roland Gori de venir? Et merci bien sûr d'avoir accepté de venir. Donc vous êtes professeur émérite de psychopathologie clinique à l'université Aix-Marseille. Vous êtes un élève de Didier Anzieux. J'ai envie de dire, il y a plusieurs choses qui, moi, j'ai eu le conseil avec Christophe Ray, avec Esther Sicard, avec Max Mamou, on s'est dit, voilà les raisons qui nous amènent d'avoir envie de partager et de vous écouter. Alors, vous avez, me semble-t-il, dès le départ, installé vos travaux de recherche dans la question de la place de la parole et du langage dans ce qui construit un sujet et une pensée autonome. Autre chose aussi, vous n'avez jamais abandonné la dimension clinique, elle est toujours omniprésente, elle structure votre travail, donc je pense que ça va donner un éclairage très particulier à ce que vous allez nous dire, dans une approche qui est clairement freudienne, mais il m'a semblé que dans votre approche de l'imposteur, dans votre approche du faux semblant, eh bien, il n'y avait pas loin des théories comme le faux self chez Winnicott, et puis parfois aussi une véritable réflexion qu'on peut presque amener jusque dans les terrains de Foucault, qui est effectivement la construction des relations de pouvoir et des systèmes de pouvoir. Et on le sait, on a quand même beaucoup ici parlé de relations de pouvoir et de la façon dont se créent ces situations indignes au travail,
à travers des asymétries de pouvoir. Vous avez également, et pour terminer là-dessus, beaucoup réfléchi à un monde où le conformisme, la normalisation intrusive, omniprésente des règles et des procédures dans le travail sont extrêmement fortes. Là aussi, c'est une réflexion très importante, tant chez Freud que chez Foucault, dans cette relation entre société et individu, et le fait que la société produit des cadres normatifs qui viennent contraindre effectivement cet individu. Et puis, il y a eu votre ouvrage sur l'évaluation. Alors, on en a parlé finalement depuis l'introduction de ce matin. Cette question d'un système d'évaluation qui aujourd'hui est omniprésent dans l'entreprise, qui institutionnalise la question du jugement de l'un vis-à-vis de l'autre, où l'un a droit de juger l'autre. Et bien évidemment, là, on a... y compris chez les juristes, la reconnaissance du potentiel stressant de cette situation et du fait qu'elle peut, si cet outil est mal utilisé, comme d'habitude pour les outils, être à la source de possibilités de stress et de mal-être au travail. Et puis également, vous avez finalement beaucoup aussi contribué à la réflexion sur la dignité, mais en allant regarder du côté de l'acte créatif, de la parole, comme élément qui va proposer à l'individu de créer sa propre histoire. Et donc le rêve, le jeu, la création et la parole sont des éléments que vous avez beaucoup mis en avant pour revenir sur cette question de la dignité. Donc je pense que c'est autour, si j'ai pas été trop réducteur de l'ensemble de votre pensée construite sur une cinquantaine d'années, c'est ces éléments-là qui nous ont séduits et qui m'ont fait dire que, voilà, il y a parole à éclairer, il y a matière à éclairer ce qu'on a dit aujourd'hui. Eh bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Et je remercie les organisateurs de cette invitation. C'est aussi une prise de risque, si j'ose dire, pour vous comme pour moi, bien sûr. Et en particulier Christophe Falcoz et Max Mamou, avec lesquels j'ai eu l'occasion d'échanger. Alors écoutez, j'ai plusieurs petites choses à dire, je dirais, mais déjà vous lancez un petit peu la balle, parce que par rapport à ce que vous avez dit, je dirais que la première question, c'est peut-être une question que posait Jaurès. On connaît Jaurès, on connaît l'homme politique Jaurès, on connaît même le journaliste Jaurès, on connaît moins le philosophe Jaurès, et je le déplore toujours. Quand Jaurès se pose la question, comment faire pour que la démocratie ne s'arrête pas aux portes de l'usine ? C'est-à-dire comment faire pour que finalement la démocratie ne soit pas simplement un mode de gouvernement ou des institutions, mais aussi une manière de vivre ensemble, jusqu'à y compris sur les lieux du travail, puisque le travail est aujourd'hui le concept qui organise le champ du social. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Alors, vous m'avez donné une demi-heure, c'est ça ? Oui ? Ne vous inquiétez pas. D'accord. Bon. Très bien. Alors, votre titre déjà, santé et diversité, m'a un petit peu interrogé, et au fur et à mesure de la journée, je pensais que, puisque vous hésitiez un peu sur le « et », si j'ai bien compris ce matin, moi j'aurais bien proposé de la santé à la diversité, en évoluant du côté de ces pluriels singuliers dont parle Hannah Arendt et auxquels Max Mamou tout à l'heure d'ailleurs faisait allusion dans l'atelier. Alors, la santé, c'est aussi la question de la santé au travail. Alors, je reviens sur ce point, puisque finalement, vous la prenez par, je dirais, le bout des risques qu'elle court. Le premier point, quand même, qu'il faut dire, c'est que la santé est une notion vulgaire. C'est le philosophe Canguilhem, médecin, philosophe résistant, qui l'annonce. C'est un concept très, très vulgaire, parce que ça ne peut pas être un concept scientifique. C'est pas vrai. Il y a un mélange de critères à la fois médicaux, sanitaires, psychologiques, sociaux, moraux, etc. Donc, ça n'est pas un concept. C'est très hétéroclite, très subjectif, et en même temps que mêlé avec des indices objectifs, etc. Il faut aussi dire que la santé, et vous avez évoqué, Max, ce matin, vous avez évoqué la déclaration de l'OMS de 1946, c'est quand même extraordinaire. Enfin, je veux dire, la santé n'est pas l'absence de maladie ou de handicap, elle est le parfait accomplissement de bien-être physique, psychique et social total quasiment. C'est qu'on est vraiment dans une promesse messianique. Vous voyez ? C'est-à-dire que la santé est venue remplacer, si vous voulez, l'âme, la foi.
hein. C'était, il faut bien le dire, quand même dans une dimension extrêmement, comment dire, maniaque presque, que de considérer qu'on pourrait donc faire de la santé, si vous voulez, le salut même de tout individu. Alors, il y a un danger, moi je l'ai un petit peu éprouvé par moment aujourd'hui, pas toujours, mais par moment, c'est le risque quand même de médicaliser l'existence, et en particulier de médicaliser le champ professionnel. Et j'ai une extrême méfiance par rapport à une pathologisation des problèmes sociaux, une médicalisation des problèmes sociaux. Je pense que les problèmes sociaux et les conflits sociaux courent plusieurs dangers. Le premier, bien sûr, c'est la judiciarisation, ça a été très bien évoqué tout à l'heure dans un atelier, mais c'est aussi la médicalisation, c'est aussi la pathologisation ou la psychologisation. Et du coup, alors, on oublie le contexte, on oublie la niche écologique d'où surgissent justement les symptômes, si vous voulez. Et effectivement, vous l'avez évoqué, bon, on peut parler du capitalisme financier, mais on parlera aussi de bien d'autres choses, de bien d'autres manières même de vivre. Mais ça a été évoqué tout à l'heure par rapport à l'hôpital, par rapport à la tarification de l'activité à la T2A. On voit bien comment il y a une injection d'une logique productiviste, si vous voulez, à l'intérieur des corps des métiers. Et vous n'avez pas mentionné quelque chose à quoi je tiens beaucoup, c'est l'initiative que nous avons prise quand nous avons lancé l'appel des appels qui a réuni 90 000 signataires, vous allez regarder sur le site, et qui concerne, justement, ce à quoi ça a été dit tout à l'heure, un certain attachement à l'éthique des métiers. Un certain attachement à l'éthique des métiers de la part de médecins, de psy, de travailleurs sociaux, d'orthophonistes, de magistrats, d'éducateurs, de journalistes, d'acteurs culturels, de chercheurs, d'universitaires, etc., qui avaient l'impression que depuis un certain nombre d'années, on décomposait leur métier et on les recomposait sous l'ombre portée de critères extrêmement gestionnaires, extrêmement normatifs, de critères productivistes, pour reprendre le mot qui a été très justement employé tout à l'heure. Et si vous voulez, on avait l'impression, bon, si vous prenez par exemple la T2A, effectivement, qu'il y a incorporation dans l'acte médical d'un critère de gestion. Et donc, tout se passe comme si, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, la gestion n'était plus le moyen par lequel on accomplit un acte de soin, mais c'est le soin qui devient le moyen par lequel on aboutit à une équipe de gestion. Il y a une espèce de chose qui est très mal vécue par les soignants. Je suis aussi soignant un peu sur les bords. N'est-ce pas, c'est la revanche presque d'un programme technico-administratif sur le projet thérapeutique ou sur le projet de recherche, par exemple, sur le projet éducatif. Alors, on le retrouve à l'université avec la manière de calculer, n'est-ce pas, si vous voulez, la valeur, l'évaluation, on y reviendra, l'évaluation des chercheurs. Bon, surtout que j'étais expert au ministère de la Recherche pendant 7 ans, j'étais pendant 15 ans élu au Conseil national des universités, j'ai été vice-président, j'ai été président, et on a vu cette évolution qui aboutit à ce que finalement, un enseignant-chercheur ne soit plus qu'un producteur d'articles scientifiques qui doivent être inscrits dans des revues de marque. On n'est pas très loin, vous verrez, des problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce de promotion, si vous voulez, de la marque. Et c'est un peu ce qui me gêne d'ailleurs dans le label, je dirais, qualité, le label dignité, enfin tous les labels qu'on pourrait donner aux entreprises, c'est-à-dire qu'on est vraiment, encore une fois, dans la promotion des marques, et tout se passe comme si on arrivait, même dans les domaines les plus intimes, même dans les domaines éthiques, même dans le domaine relationnel, à inscrire quelque chose qui est la logique de la marchandise et du spectacle, pour reprendre une formulation de Guy Debord. Donc c'est un point qui me paraît extrêmement important, puisque et je pense que c'est un point qui va vous toucher du côté de la souffrance au travail et des risques psychosociaux. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire hurler. Je déteste l'expression souffrance au travail. Et je vais vous expliquer pourquoi je prends ce risque. Mais vous avez pris celui de m'inviter, donc je peux moi prendre le risque de m'expliquer. Je déteste cette expression de souffrance au travail, non pas parce que, bien évidemment, il n'y a pas une réalité de la souffrance au travail, on va en parler plus en détail, mais parce que c'est comme si elle constituait, si vous voulez, le moyen par lequel un citoyen, un professionnel, peut faire reconnaître aujourd'hui sa subjectivité et sa citoyenneté. Et tout se passe aujourd'hui comme si vous voulez, dans notre manière de vivre, nous ne pouvions accepter que la subjectivité et la citoyenneté ne soient reconnues que sur un mode victimaire.
c'est une logique victimaire de parler de souffrance au travail ou de parler de risques psychosociaux. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui est une fonction de masquage, d'enfumage, de rapport de force, de rapport de conflit, de rapport d'intérêts divergents, etc. Donc c'est un point, si vous voulez, que je me permets, encore une fois, d'évoquer. Alors, très vite, puisque j'ai pas tout... bon, le travail, Alors, le travail, je rappelle quand même, et ça va rebondir sur ce que vous avez dit, le travail, c'est tripalium, c'est d'abord un instrument de torture. Le travail, c'est également l'instrument par lequel n'est-ce pas, on castrait les bœufs, on les tenait, n'est-ce pas, pour pouvoir les castrer. Le travail, si vous voulez, s'il n'est que travail, s'inscrit dans la philosophie, par exemple, de Hannah Arendt, s'inscrit, ou d'autres comme Jacques Ellul, etc., s'inscrit dans quelque chose qui est de l'ordre du métabolisme de la nature, qui est finalement la poursuite, pourrait-on dire, des activités corporelles. Alors, qu'est-ce qui change à un moment donné? C'est à partir du moment où on passe du travail à l'œuvre, c'est-à-dire où on passe, pour aller vite, n'est-ce pas, d'un travail très rationalisé, fragmenté, à quelque chose qui est de l'ordre d'une production où, en produisant un objet, on produit sa propre humanité. C'est une grande thèse d'ailleurs qu'on retrouve chez Marx, n'est-ce pas? L'humain, en produisant, ne produit pas simplement des objets et des services, il se produit lui-même, il produit sa propre humanité. Et donc je crois que ça nous interroge sur aujourd'hui, quel type d'humanité nous produisons en fonction de l'organisation sociale du travail que nous avons aujourd'hui. Alors, vous voyez, et l'autre point, vous avez reconnu bien sûr le triptyque de Hannah Arendt, n'est-ce pas? Le travail, l'œuvre, et le troisième point qu'elle donne, c'est la parole, c'est-à-dire le politique. Et effectivement, il y a une exigence d'être reconnu dans ce que l'on fait, et si on n'est pas reconnu dans ce que l'on fait, n'est-ce pas, on subit un mépris et une humiliation qui est absolument insupportable, qui est absolument intolérable. Et c'est là où vous touchez le bout de la question de la dignité, dont je rappelais tout à l'heure à l'invitation de Max Mahmoud, n'est-ce pas, où je rappelais que, comme le disait Kant, n'est-ce pas, si la chose a un prix, l'homme a une dignité. Donc par conséquent, la dignité, c'est le concept même qui montre que l'humain ne se réduit pas à la chose et que la valeur ne peut pas se réduire à une mesure ou ne peut pas se réduire, n'est-ce pas, à un prix. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société, n'est-ce pas, qui est entièrement régie par une rationalité purement instrumentale, purement fonctionnelle, qui est sous l'ombre portée de ce que j'appelle la rationalité pratico-formelle. Qu'est-ce que c'est la rationalité pratico-formelle? C'est un mot bien compliqué que j'ai composé à partir de concepts de Max Weber, mais qui signifie simplement que, n'est-ce pas, la raison que nous connaissons aujourd'hui, la raison de l'Occident d'une certaine manière d'ailleurs, de l'Occident moderne et postmoderne, c'est la raison des affaires et la raison du droit. C'est les deux choses qui prédominent aujourd'hui pour régir, si vous voulez, le social et pour régir la culture, c'est calculer, résoudre les problèmes pratiques en les calculant, c'est une stratégie, pourrait-on dire, qui débouche sur la chosification. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Hein. C'est pas du tout une critique, si vous voulez, violente. C'est reconnaître qu'à partir du moment, n'est-ce pas, où on établit le prix de quelque chose, où on détermine le prix de quelqu'un, pour aller vite, on le chosifie, on le réifie, et qu'il y a dans la logique même du capitalisme depuis le début cette tendance. C'est pour ça que Jaurès disait, par exemple, au fond du capitalisme, il y a la négation de l'humain. Il y a la négation de l'humain. Bon, je reviendrai aussi tout à l'heure sur ce point. Donc, si vous voulez, si on veut éviter cette chosification, cette réification de l'humain, alors il faut que les hommes puissent reconnaître quelque chose de la valeur qui n'est pas réductible à la mesure et au prix, ce qui est, comme vous le savez, les formes sociales de l'évaluation aujourd'hui, et qu'ils ne se contentent pas non plus de mesurer le degré de conformité. Je vais être très simple, n'est-ce pas? Aujourd'hui, par exemple, quand on évalue un chercheur en fonction de la production de certitudes scientifiques dans des revues de marque, c'est-à-dire des revues à fort impact factor, comme on dit, pour déterminer son facteur H ou son facteur M, comme on dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On mesure son degré d'insertion dans un réseau de pouvoir, d'hégémonie intellectuelle et culturelle, et donc on mesure simplement son degré de conformité, si vous voulez, à ce qui, à un moment donné, domine, pourrait-on dire, son champ. Alors, donc,
Aujourd'hui, il faut voir, et c'est peut-être également ce qui nous fait avancer, des questions autour de la souffrance au travail, des risques psychosociaux, etc. Il faut voir que nous sommes également sous l'emprise d'un système technicien, comme dit Jacques Ellul, qui s'est emparé complètement du champ du travail, comme du champ de l'œuvre, comme du champ social, jusqu'à y compris du champ politique. Qu'est-ce que c'est le champ politique aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est de l'administration gestionnaire des populations. C'est davantage du côté de stratégie procédurale que véritablement du côté du politique. Bon, je ne vais pas vous en parler, si on en a pour 3 heures, mais en gros, le déclin du politique aujourd'hui, le déclin de l'autorité politique aujourd'hui, c'est que bien évidemment, il est toujours plus dans le souci de gérer des masses et des populations que dans la capacité d'énoncer, si vous voulez, une parole politique qui fasse vivre ensemble. Et comme le disait Rousseau dans le contrat social, n'est-ce pas, il y aura toujours une grande différence entre soumettre une multitude et gouverner une société. Donc, vous voyez, ça rejoint la question de l'entreprise, parce que bien évidemment, c'est un peu comme des poupées russes. Vous avez là, n'est-ce pas, la société, vous avez là l'entreprise et vous avez là l'individu. Alors, cette emprise du système technique, et bon, j'en dirai quelques mots encore tout à l'heure, a abouti à une espèce de protocolisation des actes professionnels. Actes professionnels de plus en plus rationalisés, de plus en plus fragmentés et de plus en plus protocolisés, standardisés. Avec effectivement, je crois que ça a été dit ce matin, ou je ne me souviens plus, une espèce d'injonction paradoxale, puisque en même temps que l'on demande aux gens de se soumettre à des normes, alors, ce n'est pas la soumission de la cage d'acier weberienne, ce n'est pas la soumission disciplinaire de l'armée ou de l'Église, c'est pas ça. Mais il y a une injonction à se soumettre. Et il y a de plus en plus de normes, il y a une densification normative, comme dit une de mes amies qui est professeure de droit, Catherine Thiberge, il y a une densification normative, il y a un filet normatif qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, vous êtes calibré, pris, pourrait-on dire, dans des canaux qui vous donnent forme. Bon, en même temps, on vous demande d'être de plus en plus créateur, de plus en plus innovant. Et là, je crois que c'est un point majeur qui explique un nombre de choses aujourd'hui et qui explique ce que j'appelle, c'est un peu mon apport personnel dans cette histoire, ce que j'appelle la prolétarisation de l'existence. Qu'est-ce que c'est la prolétarisation de l'existence ? Comme vous le savez, Marx considère que l'artisan est devenu un prolétaire à partir du moment, pas simplement par rapport à ses conditions matérielles, pas simplement par rapport à l'industrialisation, à l'urbanisation, on devient prolétaire à partir du moment où son savoir-faire et son savoir d'artisan passent dans les exigences de la machine, son mode d'emploi, c'est-à-dire la machine confisque le savoir et le savoir-faire de l'artisan, et en lieu et place, si vous voulez, de l'œuvre de l'artisan, ce qui est prescrit, ce sont des actes à la fois simplifiés, très automatisés, et qui dépossèdent celui qui les accomplit d'avoir à les décider. Donc c'est une aliénation. C'est le jeune Marx, c'est le Marx des manuscrits. C'est une aliénation symbolique autant que matérielle. Bon. Alors moi j'ajoute, c'est ma petite part, que la prolétarisation, elle s'est ensuite étendue au monde paysan. Qu'est-ce que c'est la prolétarisation du paysan ? C'est le moment à partir duquel, n'est-ce pas, le savoir-être et le savoir-faire et le savoir du paysan s'est trouvé confisqué par les exigences de la production agricole. À partir de ce moment-là, il a été sommé de devoir répondre d'une certaine façon à la commande. Et aujourd'hui, et c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui, je considère que nous sommes dans une prolétarisation généralisée, n'est-ce pas, des actes professionnels, du médecin, du psy, de l'orthophoniste, du travailleur social, de l'enseignant, n'est-ce pas, du chercheur, du magistrat, du journaliste, de l'acteur culturel, etc. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, nos actes professionnels sont prescrits par des machines immatérielles, mais bien réelles, que sont les règles de bonne pratique, les protocoles standardisés, la procédure du benchmarking, etc. C'est-à-dire que, en gros, vous avez de moins en moins de possibilités d'innover et de créer, de par cette espèce de filet normatif qui est jeté sur l'ensemble des conduites, n'est-ce pas, professionnelles. Alors,
Je ne vais pas le traiter là parce que c'est pas la commande qui m'a été passée, si j'ose dire, mais n'est-ce pas, il faut bien voir que cette prolétarisation, elle ne concerne pas que le milieu professionnel. Elle concerne l'ensemble de l'existence, y compris la fabrique du sujet éthique, c'est la manière dont quelqu'un entre en rapport avec lui-même, avec l'autre, avec le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les gens vont sur des sites de rencontres de la même manière qu'ils vont à un entretien d'embauche, dans la même posture d'auto-réification, d'auto-chosification. Dans une posture donc de se vendre, mais de se vendre avec, je dirais, leur intimité. Alors, oui, effectivement, il me semble que à cette prolétarisation des métiers, ça produit bien sûr une souffrance d'autant plus grande, et je veux bien prendre le mot de souffrance, une souffrance d'autant plus grande, une émotion d'autant plus grande qu'il y a une loyauté avec le métier. Et donc, il y a un conflit de valeurs qui est la plupart du temps posé entre l'attachement à un métier tel qu'on l'a appris, les finalités même qui ont fondé un métier, et puis, qui l'ont justifié, et puis aujourd'hui, la manière même, n'est-ce pas, dont ce métier est construit, reconstruit et déconstruit par ces protocoles qui sont quand même très fortement saturés par des exigences de gestion. Alors il a été dit tout à fait justement tout à l'heure, n'est-ce pas, que rien ne prouvait que la mise en concurrence et rien ne prouvait que finalement les exigences de la concurrence et de la compétition devaient se faire, n'est-ce pas, en faisant souffrir les gens. Donc, c'est vrai, c'est vrai, même on peut dire que des travaux comme ceux de Wilkinson et autres montrent que les inégalités sociales nuisent à la santé, etc. C'est-à-dire que rien ne dit que, bien évidemment, on puisse être d'autant plus performant que la manière de manager est une manière sadique pour aller très vite. Oui. Sauf que, ce que j'essaie de vous dire là, je ne sais pas si j'y parviens, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que les modes d'évaluation aujourd'hui sont des modes de contrôle et de normalisation tout autant que des logiques qui viennent justifier les dominations sociales. C'est ce que Bourdieu appelle, auquel je me réfère beaucoup, comme vous savez, appelle, n'est-ce pas, la sociodyssée. Il dit les privilégiés ont besoin d'une théodyssée de leurs privilèges, ou plutôt d'une sociodyssée. Eh bien, l'évaluation, aujourd'hui, n'est-ce pas, elle vise davantage à venir garantir une logique de domination sociale, n'est-ce pas, que, si vous voulez, donner de la valeur. C'est ce point sur lequel je voudrais insister. Donc, si vous voulez, l'évaluation aujourd'hui, c'est la nouvelle manière de donner les ordres. On va les donner avec des chiffres. Alors, on va revenir sur la question de la parole. On va piloter avec des chiffres et faire comme si les chiffres étaient ventriloques, comme si les chiffres parlaient d'eux-mêmes, et donc il fallait s'y plier. Et je peux vous garantir qu'effectivement, ça fabrique pas mal de stratégies, d'impostures, de faux semblants, etc. C'est-à-dire que les individus, comme les populations, à partir du moment où on les fait vivre au-dessus de leurs moyens et à partir du moment où on leur impose des normes auxquelles ils ne peuvent pas répondre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du camouflage. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du faux, etc. Et ça, c'est un point aussi majeur. Alors, grande question que je me suis posée en vous écoutant aussi toute la journée, à cette protocolisation des actes professionnels, à cette prolétarisation des actes professionnels. On voit bien comment aujourd'hui, il y a un souci, parce que nous sommes quand même en démocratie, parce qu'il y a encore quelques restes humanistes malgré les 30 ans de destruction massive, n'est-ce pas, des valeurs humanistes. Eh bien, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on cherche des coussins compassionnels pour finalement accueillir les accidentés de la vie et les accidentés du travail. Et alors, on peut se demander justement dans quelle mesure, si vous voulez, ces coussins compassionnels, ces logiques compassionnelles, elles ne tentent pas de réguler, et ça revient à la question de la judiciarisation aussi, elles ne tentent pas de réguler, pourrait-on dire, la casse même que produit une certaine manière de travailler, une certaine manière de vivre ensemble. Parce que je vous rappelle quand même que la valeur du travail qui organise notre société, c'est quand même relativement récent. Je ne parle même pas des démocraties antiques, où le travail était réservé aux esclaves, comme vous savez, ni même à la grande aristocratie, mais même jusqu'à il y a quelques siècles, n'est-ce pas, jamais on n'aurait pensé que la valeur de quelqu'un pouvait se déterminer par le produit de son travail. Jamais. Donc c'est relativement récent. Je voudrais simplement, puisque vous m'avez invité un peu pour ça, qu'on prenne aussi cette perspective, si vous voulez. Et donc, ce que je voudrais juste terminer sur ce point, c'est essayer de vous montrer ou de vous dire que je me demande dans quelle mesure déterminer des techniques de soutien ou déterminer des
techniques, si vous voulez, ou des stratégies d'accompagnement, ça n'est pas toujours participer à la logique même, n'est-ce pas, qui a produit justement ces risques. Bon, pour le dire autrement, si vous voulez, je me demande si les médicaments que l'on emploie pour, je dirais, ou prévenir ou guérir les risques psychosociaux ne sont pas de même nature que ce qui les a produits. Et ça, c'est très important. Par exemple, j'ai entendu, je vous donne ce que j'ai entendu, il y a comme une 9 langues qui se met en place, n'est-ce pas? Alors, je suis désolé de citer cette phrase, mais elle m'a beaucoup choqué, n'est-ce pas? La nécessité de s'alléger un effectif. Parler de manager, c'est encore quelque chose qui me gêne. Primo-diagnostic, c'est aussi quelque chose qui me gêne, je suis désolé. Risque, c'est un mot qui me gêne. Parler de label, ben on retombe dans les marques. Parler d'agents chargés des fonctions d'inspection. Vous voyez, il me semble qu'on est dans le langage de la procédure et de la technique, dont je ne dis pas que c'est mal, c'est pas ça, hein, mais ce langage-là, il me semble justement produit, si vous voulez, par une conception du monde, une conception très datée du monde, très culturelle, hein, une conception du monde, si vous voulez, qui vise à tout rationaliser dans le comportement des humains et à considérer finalement l'homme, on va le dire, comme un capital. Capital humain, vous vous souvenez, 1964, n'est-ce pas? C'est Gary Becker, prix Nobel d'économie. C'est ce qui va inspirer toutes les réformes, d'ailleurs, conservatrices, néolibérales, n'est-ce pas, de l'école de Chicago. L'homme, c'est finalement un stock, un capital humain à exploiter, n'est-ce pas, de la même manière que la nature. Et je crois que ce point, il est essentiel. Alors aujourd'hui, c'est moins en termes de substance que ça se pose, en termes de matière, qu'en termes d'information. Et je voudrais revenir un mot d'abord sur ce point. Donc vous voyez, juste peut-être pour terminer, si vous voulez, là-dessus, je suis très méfiant d'une conception qui vise à guérir des maux de la même manière que ce qui a pu les produire. Et même, je suis désolé, je vous permettez que je sois un peu incisif là-dessus, même une charte de bonne conduite, ça me gêne. D'ailleurs, une charte de bonne conduite, ça me gêne. Et de la même manière, je vais encore choquer beaucoup, que à Lyon, il n'y a pas longtemps, j'avais participé à un colloque qui a donné lieu à une publication, où ça m'a gêné la manière dont la notion de handicap, avec la loi de 2005, est venue gommer toutes les différences et toutes les spécificités. Et comment cette notion de handicap, dont il ne faut pas quand même oublier qu'elle est issue du langage du TERF. Le handicap, c'est le poids que l'on fait porter aux concurrents, n'est-ce pas, qui sont avantagés par rapport à ceux qui sont désavantagés. Or, je pense que la vie n'est pas un champ de course. Et je pense que nous avons une conception de la vie comme étant un champ de course, et ça me pose un problème. Donc, vous voyez, même si on met des items pour savoir si l'entreprise répond bien ou pas à ce qui pourrait être de l'ordre de l'humanité, pour aller très vite, est-ce que vous comprenez que ça puisse me gêner? Parce que, du coup, la conduite de l'entreprise, elle devient comme une conduite routière des comportements. Et je crois que là, on finit par tuer quelque chose qui est justement la création, si vous voulez, l'innovation. Bon, je vais y revenir. La responsabilité citoyenne et le langage de l'humanité, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, le label, ça me gêne, c'est parce que pour moi, c'est quelque chose qui relève de la marque d'un produit, n'est-ce pas, et qui révèle peut-être que s'il y a un label de diversité et de l'égalité, alors la diversité et l'égalité sont devenues des marchandises, sont devenues du spectacle. Et donc, on est à ce moment-là dans ce qui justement a produit des atteintes à la diversité et l'égalité. C'est une question, moi je ne sais pas du tout comment on peut se débrouiller avec ça, mais je sais ce que j'ai entendu, je vous dis, ben voilà, comment est-ce qu'on peut faire avec ça pour éviter, en quelque sorte, n'est-ce pas, de tomber dans ce que, en même temps, nous dénonçons. Alors, on a aussi évoqué les besoins d'expression sur les lieux de travail, c'est certain. Besoin de parole, c'est certain. Mais est-ce qu'on n'est pas là davantage dans la catharsis plutôt que dans l'analyse et dans l'action? Une question que je vous pose au passage. Alors, je crois qu'on a essayé un petit peu de l'évoquer, je crois, dans un atelier tout à l'heure, celui qu'animait Max Mamoun. Et je crois quand même qu'il y a eu aussi un changement culturel, anthropologique important
dans les entreprises. Moi, je me souviens avec l'appel des appels, où nous avions fait des réunions avec les responsables syndicaux, où nous avons fait des réunions de partage et d'échange de témoignages et d'expériences. On nous a dit que à France Télécom, dans la Poste, etc., ceux qui y travaillaient avaient eu l'impression qu'ils avaient changé d'univers, qu'ils étaient passés d'une culture de service public ou de mission ou d'une culture d'utilité sociale traditionnelle à une culture d'entreprise où le sujet est un entrepreneur de lui-même, il est en concurrence avec ses semblables et il doit répondre aux exigences des palmarès. Et je crois quand même qu'on ne peut pas oublier ça. Et on ne peut pas oublier aujourd'hui que ce que nous déplorons n'est pas sans rapport avec cette révolution anthropologique qui a pu se produire depuis 30 ans. Donc, vous voyez, juste pour terminer sur ce petit point, si vous voulez, ce qui m'a un peu posé problème aujourd'hui, c'est la manière dont le risque a été approché comme étant imputable à un trouble du comportement, je simplifie, ou un trouble du vécu, produit par le rapport du salarié ou du professionnel à l'entreprise, voire au manager, comme si le contexte sociétal, comme si les modes de civilisation des mœurs, comme si les manières d'évaluer n'entraient pas en considération. Or, moi, je peux vous dire, par rapport à quelque chose que j'ai bien connu, pas pendant 50 ans, là vous exagérez Christophe, mais n'est-ce pas, pendant quand même quelques décennies, à savoir l'université ou l'hôpital, je peux quand même vous dire, c'est que ça a beaucoup changé. C'est que si vous prenez par exemple les rapports, j'avais fait un papier dans Libération qui s'appelait « Qui veut prolétariser les métiers de santé » avec une amie gynécologue, n'est-ce pas, si vous prenez le rapport Larcher ou le rapport Valenciennes sur les modes de gouvernementalité des établissements hospitaliers, il n'est plus question du tout de ce qui a pu exister pendant des décennies, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est l'hôpital, non seulement comme entreprise, mais comme usine productrice de soins, et surtout de soins qui sont le plus techniques possible et le plus tarifables possible. Et vous avez quelqu'un comme Guy Valenciennes, donc, qui avait fait ce rapport, qui peut vous dire que 80-85% des patients qui s'adressent à un médecin ne relèvent pas d'un médecin, mais pourraient être confiés à des techniciens de santé. Je schématise, mais c'est dedans, où il faut travailler à flux tendu. Donc, c'est quand même une autre conception. C'est une conception dont je dirais un mot pour terminer sur ce point, n'est-ce pas, que Bourdieu avait parfaitement analysé à propos des médias et à propos de la télévision, n'est-ce pas, lorsque Bourdieu montre, si vous voulez, que ce qu'on appelle la logique d'audimat, le nombre d'auditeurs, le nombre de téléspectateurs, le nombre de lecteurs, etc. Cette logique d'audimat, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est l'introduction, elle est le cheval de Troie qui permet d'introduire une logique de marché dans des champs de l'existence sociale qui jusque-là en sont préservés. Or, aujourd'hui, que vous preniez l'hôpital, que vous preniez l'université, que vous preniez, si vous voulez, la culture, que vous preniez la magistrature, que vous preniez la police, vous pouvez voir tout ce que vous voulez, on a cette même logique. Et ça, c'est une logique comptable qui, si vous faites le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la dignité, annihile justement ce qui ne se réduit pas à la chose, ce qui ne se réduit pas à la financiarisation de l'humain. Alors, c'est un problème, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis que forcément, il y a là une logique qui met des éléments en conflit dont nous devons bien prendre la mesure. Alors, 5 minutes, d'accord, je vais finir. Alors, si vous voulez, je voudrais justement terminer avec Jaurès, avec le philosophe Jaurès, j'insiste bien sur ce point, lorsque Jaurès a, notamment dans sa thèse secondaire de 1893, enfin sa deuxième thèse, si vous voulez, sur la conception matérialiste, la conception idéaliste de l'histoire, apporte quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant, c'est sa conception de l'humanité. Parce que finalement, ce que nous souhaitons, moi c'est ce que j'ai cru entendre en tout cas pendant toute la journée, ce que nous souhaitons, c'est trouver le moyen de parler le langage de l'humanité. Parler le langage de l'humanité, c'est une expression de Camus, je vais y revenir. Parler le langage de l'humanité, ça veut dire ne pas se contenter d'informations traitées numériquement et statistiquement, c'est-à-dire en langage de machine, pour aller vite, mais la possibilité de faire le récit d'une expérience et de la transmettre à d'autres. Éventuellement d'ailleurs d'une génération à l'autre. Donc, ce que nous cherchons, c'est ce langage de l'humanité. Et je crois que c'est un point qui est très important. Eh bien,
Si vous voulez, ce langage de l'humanité, qu'est-ce qu'il est? Il est le lieu qui vient recueillir et traiter, justement, cette parcelle d'humanité que chaque humain possède. La thèse de Jaurès, c'est l'humanité, ce n'est pas une entité abstraite. L'humanité qui n'existe pas encore ou à peine, dit-il. Ce n'est pas du tout une entité abstraite. L'humanité, ce n'est pas chaque individu. L'humanité, c'est une parcelle déposée en chaque individu. Et qu'est-ce qu'elle est, cette parcelle? Et ça, c'est très important par rapport à votre champ, semble-t-il. Elle est ce qui résiste à la détermination biologique et économique. C'est-à-dire que la parcelle d'humanité, c'est ce qui ne se laisse pas assigner à résidence, assigner à une fonction, assigner à un instrument. C'est-à-dire cette dignité dont, depuis tout à l'heure, n'est-ce pas, nous cherchons en quelque sorte ce qu'elle est, autrement que négativement, c'est quoi? La dignité, c'est, pourrait-on dire, ce qui fait que l'homme n'est pas ce qu'Aristote appelait, n'est-ce pas, un instrument animé. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas vous réduire à la fonction, vous ne pouvez pas vous réduire à l'instrument, vous ne pouvez pas vous réduire à une place. Et donc il y a autre chose. La revendication d'humanité, c'est ça. Je ne suis pas simplement la fonction que tu me demandes d'occuper, je ne suis pas seulement l'instrument que tu me demandes d'être, je suis autre chose, je suis cette parcelle d'humanité qui résiste à toute détermination biologique et économique. C'est un point extrêmement important, je ne vais pas le détailler là maintenant. Et comment ? Oui, je conclue. Donc, si vous voulez, 2 minutes, c'est ça? Je prends le temps de conclure. Bon, alors, je pensais justement à l'édito de Combat du 19 novembre 1946 de Camus, lorsqu'il parle de cette éternelle confiance de l'homme qui lui fait croire qu'il pourrait tirer des relations humaines d'un autre homme en lui parlant le langage de l'humanité. Si vous voulez, moi, ce que j'ai entendu simplement tout à l'heure, c'est que quand vous évoquez ces nécessités de l'écoute, qu'est-ce que vous faites surgir? Vous faites surgir cet autre qui vient garantir un langage de l'humanité et qui fait que on ne peut pas être simplement des machines qui viennent traiter les informations. Or, la logique même de développement aujourd'hui, c'est de transformer l'humain en stock d'informations à traiter et qu'il traite. Voilà, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus, simplement peut-être insister sur cette dimension éthique qui fait que, quels que soient les concepts les plus techniques que nous pouvons utiliser, il convient de s'apercevoir qu'il y a toujours une machine philosophique et morale derrière. Et ça, c'est un point très important. Et je terminerai alors du coup avec un philosophe de la technique que j'aime bien, qui est Simondon, qui disait « Ce n'est pas le travail à la chaîne qui a produit la standardisation, mais la standardisation qui a produit le travail à la chaîne. » C'est-à-dire que si vous voulez, le concept philosophique, et qui est aussi un concept moral, est premier dans la détermination même de ce que nous pouvons fabriquer. Merci. Merci. Alors, comme vous le voyez, nous sommes bien à l'université, nous savons faire dialoguer le monde de l'entreprise, le monde de la recherche, et nous avons la possibilité ici d'avoir des propos, de tenir des propositions, de construire une pensée, pas toujours effectivement dans le mainstream, et c'est bien ça qui nous intéressait. Alors, j'ai personnellement des questions, mais on va certainement pas commencer par les miennes. Elles seront là en secours, si éventuellement il y en a besoin. Mais bien sûr, la parole est à vous. Si possible, prendre les micros, tendre des bras. Alors là, j'ai envie de dire, même s'il faut qu'on reste dans des modes d'interpellation courts pour que tout le monde puisse parler, c'est plus que du questionnement, c'est aussi des réactions que vous pouvez avoir pour échanger entre vous et bien sûr avec Roland Gori et peut-être avec moi aussi. Ah, je le savais. Alors, je vais en lancer une ou deux. Dans ma volonté, alors c'est vrai que moi j'ai un statut très particulier ici, je suis à la fois docteur habilité et puis en même temps que professeur associé à mi-temps, donc je suis aussi consultant, donc je suis un peu un passeur-traducteur, alors je vais tenter de prendre cette posture. Des questions, alors juste pour voir, en sciences de gestion on aime bien dire, enfin c'est ce que m'a appris mon professeur d'épistémologie, sciences de l'action, sciences pour l'action, on essaye aussi
de voir comment on va pouvoir éclairer l'action. Alors, des choses très simples. Dans une recherche que j'avais menée avec un professeur émérite de la maison sur la question de la charge de travail et le fait qu'elle est complètement instrumentalisée, calculée, et que les individus sont des quarts d'heure qu'on déplace sur des écrans, on s'était dit, est-ce qu'il ne faut pas, pour éviter ça, et toute la souffrance que ça peut produire, même si vous n'aimez pas trop le terme, est-ce qu'il faut penser des modes de coproduction des normes dans l'entreprise, des endroits où toutes les parties prenantes qui vont avoir à agir avec cette norme pourraient y participer. Est-ce que c'est une piste ? Et du coup, comment on s'y prend ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que mon idée est bonne ou est-ce qu'elle est complètement à côté de la plaque ? Oui, non, mais si vous voulez, les normes, c'est pas mauvais en soi. Je veux dire que le vivant, dit Canguilhem, crée sa propre normativité. Donc il est évident qu'on est obligé de créer des normes. Ensuite, quand on parle de normes, bon, il y a des normes qui sont transcendantales dans des théocraties, dans des systèmes religieux ou dans certains systèmes idéologiques. La norme, c'est ce qui est, elle tombe de manière céleste du parti ou elle tombe de Dieu, etc. et elle s'impose. Ça sont des sociétés de normation. Bon, pour parler comme Foucault. On est depuis quelque temps dans des sociétés de normalisation qui souffre de ce que un de vos collègues, Jean Carbonnier, doyen de la fac de droit, a appelé l'enflure et l'inflation. Et où il disait très justement qu'il y a une telle inflation des lois aujourd'hui que finalement elles perdent la valeur même d'une loi et elles ne sont plus, disait Carbonnier, que des circulaires de service. Des réglementations de service. Ça me paraît intéressant. Donc, par rapport à votre proposition, effectivement, et je vais en rester là, mais par rapport à votre proposition, ce qui me paraît très important, c'est pas de supprimer des normes. Des normes, il en faut, c'est une évidence, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, les normes, elles sont appliquées sans discernement, pas tellement pour, j'aime bien ce qui a été dit tout à l'heure, pas tellement pour améliorer la production, je ne crois pas. Elles ont une performativité qui est sociale, qui est la soumission. C'est-à-dire, en gros, à partir du moment où on considère que les humains, c'est comme des systèmes techniques, comme des prises électriques, on va les calibrer, on va les normaliser, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Ça ne veut même pas dire que ça va produire mieux. C'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est simplement un discours de légitimation sociale, un pilotage par, si vous voulez, un savoir non narratif, c'est-à-dire un savoir par les chiffres. Et c'est ou par les lettres, si vous prenez les agences de dotation. Donc, c'est ça le problème. Alors, effectivement, ce que vous proposez, je peux être que d'accord avec vous, c'est qu'on puisse coproduire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement rétablir la démocratie dans les lieux d'où elle a été évacuée, confisquée par une technocratie. Alors, il y a ici à Lyon 3 des spécialistes dits de la tétranormalisation, tout le courant de la socio-économie d'Henri Saval, qui s'est beaucoup intéressé justement à cette inflation des normes, hein, ils écrivent beaucoup là-dessus, qui est une réflexion gestionnaire sur la norme et pas juridique. En tout cas, c'est une invitation probablement à penser qu'une des façons pour réduire le risque de développer de l'indignité, de la souffrance au travail, les managers, les RH peuvent proposer à des gens très en amont du moment où on tente de réfléchir comment on va s'y prendre pour faire telle production, de les inviter à s'exprimer, à prendre la parole, j'ai envie de dire, sur comment ils verraient cette norme, comment elle pourrait leur être utile, qui en a très utile, pour régler leurs problèmes au quotidien d'interaction, de coordination, des problèmes de travail classiques. Je pense que, on le dit souvent d'ailleurs beaucoup ici en cours avec les étudiants en gestion des ressources humaines, eh bien il n'y a de bonnes normes que de normes qu'on a tenté de produire ensemble. Donc effectivement, ça sert à rien d'avoir un label diversité si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, ce qu'on va en faire et surtout comment on va participer, ce que demandent beaucoup les syndicats par exemple par rapport à ce label, pour le construire. Bien évidemment, à tout moment, vous levez la main, vous coupez, vous posez des questions. C'est parti. Je suis juste là pour faciliter les échanges. Donc Thierry Le Chenot, je travaille dans le domaine de l'orientation. Pour paraphraser Vincent de Goléjac, d'un point de vue psychosociologique, la société malade de la gestion, quand je vous écoute, ça me fait penser à ce titre-là du livre et de tout ce qu'il y a dedans. La réflexion que je me fais en vous écoutant, c'est, vous avez dit à plusieurs reprises que ça faisait à peu près 30 ans, 35 ans, donc on peut dire au début des années 80 à peu près.
Et au bout de la 3e fois que vous avez dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, deuxième choc pétrolier, crise. Et, enfin, première notion de crise massive qui devient rapidement mondiale. Donc, le phénomène de mondialisation vu d'un point de vue de la crise. Et surtout en France et beaucoup ailleurs, l'apparition du chômage. Est-ce que dans le rapport au travail, dans tout ce dont vous avez parlé, on n'oublie pas, peut-être de manière trop importante, ce qu'on a appelé très rapidement le chômage de masse, et du coup le traitement des chômeurs d'une manière très gestionnaire, et plus du tout dans une approche de dignité. Et on voit aujourd'hui des catastrophes. Alors si on rajoute les précaires, on est probablement à 20-25% de la population dite active, qui pour partie ne l'est pas, donc. Est-ce que c'est pas là un facteur structurel qui a un énorme impact en termes de menaces psychologiques et physiques pour chacun de nous, qu'on ait un boulot ou qu'on l'ait pas? Oui, je vous en prie, sur le chantage et la menace de perdre son emploi dans le travail. Bien sûr. Mais la première chose, c'est qu'effectivement, nous sommes très proches, Vincent de Goljac et moi, nous sommes très amis, nous étions ensemble il y a 4 jours à Marseille. Donc ça ne m'étonne pas que vous ayez entendu un écho, puisque nous sommes très très proches dans nos manières d'analyser les choses. Ça, c'est le premier point. Si vous voulez, le deuxième point, 1980, je crois qu'il y a aussi autre chose qui se produit. C'est bien sûr le premier choc pétrolier 1973, etc. Mais bien sûr la crise, bien sûr le chômage. Mais il y a autre chose, c'est qu'il y a l'effondrement d'un discours émancipateur face, si vous voulez, à ce qui va devenir le néolibéralisme, pour aller vite. C'est-à-dire que 1989, c'est la chute du mur de Berlin, mais la chute du mur de Berlin n'est que la matérialisation d'une chute qui a déjà eu lieu dans les esprits. C'est-à-dire que les discours d'émancipation sociale, les discours progressistes qui étaient portés et qui venaient contredire d'une certaine manière, n'est-ce pas, l'hégémonie culturelle, parce qu'il y a une hégémonie culturelle, il n'y a pas que de l'économie, l'hégémonie culturelle du capitalisme, c'est cette force contradictoire, elle s'effondre, elle perd à ce moment-là ses références essentielles. Et donc du coup, c'est la voie royale pour tous les Chicago Boys que vous voulez, qui vont envahir la planète et qui effectivement vont, alors vous parlez effectivement de précarisation, par la stratégie du choc dont parle Naomi Klein par exemple, vont du coup, si vous voulez, inspirer la plupart des réformes restauratrices, conservatrices, néolibérales, comme vous voulez. Alors effectivement, sur le dernier point, Hannah Arendt dit qu'il n'y a rien de pire dans une société où tout est organisé par le travail. Encore une fois, j'essaie de vous dire très vite, mais j'ai dit tout ça en fragments, bien sûr, et de manière trop rapide, mais ça n'a pas toujours été le cas. Nos sociétés n'ont pas toujours été organisées par la valeur travail et par le concept travail. Il va de soi, si vous voulez, que dans une société entièrement organisée par le concept travail, et quand je dis organisée, c'est pas simplement le travail comme, encore une fois, ressource, c'est le travail comme manière de penser le monde, de penser l'humanité. C'est pour ça que j'ai dit, n'est-ce pas, produire sa propre humanité. Eh bien, il n'y a rien de pire que d'être dans une société du travail un travailleur sans travail. Et qu'effectivement, si vous voulez, par rapport à l'idéologie concurrentielle et autres, c'est pas qu'elle produit de meilleurs résultats, ça n'est pas vrai. Je veux dire, on sait bien en psychologie sociale que ça produit par exemple de l'apathie, c'est un autre problème. Bon. Mais, ou du sabotage, ou du faux, ou de la falsification, c'est pas ça. Mais en gros, la mise en concurrence vient attester d'un changement de paradigme où on passe de la négociation et du compromis fordiste, pour aller très vite, n'est-ce pas, où on va intéresser en somme les salariés et les professionnels à un management par la peur, à un management par la précarité, à ce que notre ami Robert Castel appelait la montée des incertitudes. Et vous voyez, donc pour répondre à la question, voilà ce que je peux dire. Oui, c'est aujourd'hui la manière de gouverner. On a changé de monde. Si ça vous intéresse, allez lire un collègue de l'EM Lyon, David Courpasson, sociologue, qui a beaucoup écrit sur la question de la domination dans le système de management. Juste un éclairage par rapport à ça. Il est clair que moi, je le fais dans mes cours de gestion des ressources humaines. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'enseignants le font. En Master 1, on aborde la question des travailleurs pauvres.
Je crois qu'aujourd'hui, on ne l'a pas fait ici, mais c'est une piste pour les prochaines rencontres santé-diversité, c'est que probablement que les personnes qui ont le plus de vécu, qui combinent la discrimination et les risques psychosociaux, sont d'abord des travailleurs pauvres, donc des personnes... Alors évidemment, dans un cours de gestion des ressources humaines pour mes étudiants, c'est pas sexy de parler de ça, de leur dire vous allez gérer des travailleurs pauvres qui multiplient des emplois, des contrats de travail précaires, et qui avec tout ça, au bout de la semaine, n'ont pas de quoi atteindre les 60% du niveau de vie considéré comme décent par les statistiques européennes. Enfin, je suis désolé, je balance les chiffres parce que tout le monde les a, si on a envie d'aller les chercher. Ils sont 14% de la population au travail. Donc, si on travaille dans une entreprise un peu grande et un peu représentative du territoire, eh bien, ces futurs étudiants, dans 15% des cas à peu près des salariés qu'ils vont avoir à gérer en tant que gestionnaire des ressources humaines, ce sont des travailleurs pauvres. Et ce sont souvent plutôt des femmes. Il y a des combinatoires avec l'âge, avec le handicap. Enfin, on connaît bien le caractère multidiscriminatoire et multicritère de ce genre de problématique. Donc oui, vous avez raison. Et je pense que penser cette question du travailleur pauvre au travail, c'est penser la question de la dignité. Parce qu'effectivement, dans ce système-là, le travail est censé fournir une certaine dignité parce que c'est fournir des moyens de subsistance à sa propre vie, sauf que ce travail ne le fait même plus. À l'intérieur du travail, il y a des modes dégradés du travail qui ne donnent pas la dignité qu'il est censé donner en échange de tout ce que l'on doit donner quand on travaille. Donc là, il se passe des choses, à mon avis importantes, qui sont très en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Autre question. Oui, alors une réaction plutôt. Bien ce sûr. matin, comme... Je suis désolé, j'ai perdu qui parle. Merci beaucoup. Pascal Lapierre, secrétaire de CHSCT. Ce matin, nous avons entendu, comme l'a dit l'animateur de la table ronde numéro 4 auquel j'ai participé, un discours assez lisse des employeurs et des consultants qui voulaient absolument, etc. Un discours tout va bien un peu dans le meilleur des mondes. Et puis on est descendu dans les impossibilités, dans les difficultés, dans les choses pratico-pratiques, en tout cas dans notre table ronde. Et apparemment, on est les seuls dans le genre, mais enfin, on était là pour ça. Et là, maintenant, on a droit à un exposé universitaire extrêmement brillant, mais qui finalement vient nous dire qu'il n'y a rien à faire, parce que de toute façon, on est dans une société où finalement le but, c'est d'asservir tout le monde, et que, bon ben voilà, et qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous pour repartir demain, œuvrer dans mon petit CHSCT, avec mes petits collègues et ma petite direction, franchement, ça ne me motive pas. Bien, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, merci en tout cas madame pour votre intervention. C'est très volontaire de notre part de produire ce genre de clivage. Voilà, c'est assumé, je l'ai posé tout de suite d'entrée dans le cadre. Nous ne sommes pas là que pour produire des outils pratico-pratiques qui vont aider à... Et en plus, je pense que les interventions d'ici, et il y en a eu tout un tas d'autres dans la journée, sont là pour nous dire que nous ne pouvons pas... c'est pour ça que j'invite à une réflexion pour l'action, à ne rien faire et ne faire que des conseils, des diagnostics. Mais en même temps, il faut aujourd'hui pouvoir poser la question autrement. Il faut poser les questions autrement, avec d'autres angles, pour interroger autrement. Sinon, les questions appartiennent aux problèmes qu'elles sont censées résoudre. C'est ce que vient de dire M. Goury, je suis tout à fait en phase avec ça. Donc ça nécessite, mais c'est très inconfortable, hein, je n'ai pas la même façon de vivre l'inconfort que vous, mais j'ai le même sentiment d'inconfort, parce que c'est assez frustrant. Il faut se décaler ailleurs. Alors on ne sait pas trop, c'est ailleurs, il nous emmène où, pour faire quoi, comment il va y répondre, mais c'est pas exactement là où on est que sont les bonnes questions et les bonnes réponses. Donc il faut se décentrer, et c'est toujours un exercice, Foucault l'a bien dit avant nous, toujours un exercice qui est difficile. Alors j'ai quand même essayé d'être un peu pratico-pratique en disant, et alors là le CHSCT, vous avez un rôle fondamental là-dessus, c'est de dire, et en plus vous avez des pouvoirs par rapport à ça, c'est que quand dans l'entreprise la direction est en train de produire des normes,
des normes de travail, des normes de productivité, des normes de planification du travail, des normes de charge de travail. Vous les voyez bien concrètement, des logiciels qu'on achète à des sociétés, des consultants qui les vendent. Eh bien, il faut vérifier que toutes les parties prenantes participent à ça, puissent s'exprimer et que ça ne soit pas une fausse participation et que l'expression qu'il y a autour de ces outils qui vont normaliser le travail puisse être prise en compte. Voilà. Alors, on le dit en sciences de gestion depuis des dizaines d'années, il n'y a pas de bon logiciel sans utilisateur convoqué en amont. Et j'ai encore des consultants et des entreprises qui font affaire autour d'ERP, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, où on constate, alors l'éducation nationale en vit en ce moment, plein d'entreprises privées, qu'il n'y a pas eu un seul utilisateur qui a été convoqué pendant les 6 premiers mois. Et après, on s'étonne que la machine déraille et impose, parce que le système informatique, on le sait, impose toute une structuration, tout un ensemble de normes avec lesquelles les gens doivent bidouiller, bricoler. Et quand ils bricolent et qu'ils bidouillent tout azimut parce que ça ne leur convient pas, ça ne les aide pas à réaliser le travail au quotidien, eh bien ils souffrent. Donc vous voyez, alors évidemment c'est pas un outil, mais je pense que c'est une posture. Et si on ne fait pas ça, on a des risques très importants. Voilà, c'était une volonté dans mon questionnement d'essayer de dire mais comment on pourrait faire autrement. Bon, j'ai pas prétention à répondre à votre question totalement, bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais si vous m'autorisez à répondre, je voudrais dire que je pense pas, si vous voulez, prôner la résignation. Je veux dire, bien au contraire, il me semble que j'ai évoqué avec Jaurès que c'est ce qui s'oppose et ce qui résiste aux différents déterminismes, aux différentes fatalités, qui constitue justement la vraie valeur humaniste. C'est pas ce qui est affiché, c'est la possibilité de résister à la contrainte d'un système. Et ce qui d'ailleurs me permet aussi de vous dire au passage que je ne crois pas par exemple à la théorie du complot. Je pense que, je suis très foucaldien là-dessus, je pense que le pouvoir ne se possède pas, il s'exerce. C'est-à-dire que nous sommes tous à la fois un agent et un produit du pouvoir. Alors, pour être très concret par exemple, le droit c'est essentiel. Je veux dire, on a critiqué la judiciarisation des conflits sociaux lorsque le droit se transforme en technique, si je peux me permettre. Mais le droit social, en tant qu'écriture historique des conflits sociaux, ça a été essentiel. Donc vous avez là déjà un premier point. Le deuxième point, je l'ai dit, bon peut-être que j'ai été trop pompeux, j'en sais rien, vous me le direz, mais le deuxième point, j'ai essayé de promouvoir une éthique des métiers, c'est-à-dire quand même les valeurs qui fondent un métier par rapport au protocole de gestion qui les normalise. Le troisième point, il va de soi que vous l'avez évoqué aussi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'importance de la parole, l'importance du récit, ça a son poids aussi politique. C'est-à-dire que si on a le temps, parce que ça a été évoqué la question du temps, si on a le temps du partage, or on est pris dans une logique de la vitesse, n'est-ce pas? Vous savez cette phrase extraordinaire de Jean-François Lyotard, dans un univers où le succès de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible, d'en faire perdre. Ben justement, il faut qu'on puisse réclamer, n'est-ce pas, le droit à avoir du temps perdu pour une instrumentalisation productiviste, mais qui nous permette d'échanger. Bon. Et puis l'autre point qui est très important, c'est quand même, quand vous prenez la Boétie, le discours sur la servitude, qu'est-ce qui peut faire objection à la servitude volontaire? C'est l'amitié, c'est l'autre nom de l'amour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous parlez le langage de l'humanité à ceux avec lesquels vous travaillez, c'est une amitié au sens très fort du terme. À partir de ce moment-là, c'est déjà un acte d'émancipation et d'affranchissement. Donc c'est quelque chose qui vient contrer le système. Je crois que je suis très, très clair. Et le dernier point, c'est la politique. Que vous le vouliez ou non, on n'est pas dans la même société selon la conception que l'on a d'un acte de soin, d'un acte de recherche, d'un acte d'enseignement, d'un acte de justice, d'un acte d'information. Ça, c'est très important. Donc à partir de ce moment-là, je vous en ai donné des niveaux qui puissent constituer, n'est-ce pas, de ne pas se résigner à la fatalité d'un système. Alors, il y a Gilles Herreros, il y a Madame devant. On va prendre vos deux interventions ensemble et puis on... Très bien. Oui, moi, très rapidement, je partage évidemment le propos que vous avez tenu. Il me semble qu'au commencement d'une forme de résistance, il y a la nécessité de produire un discours critique sur une pensée gestionnaire. Or, ce qui est catastrophique aujourd'hui, c'est que le management a anesthésié son sens critique et qu'on est dans une espèce de culture de la conformité. Alors, comme il y a plein de jeunes ici qui se destinent à des activités managériales dans un avenir proche, je crois qu'au commencement d'une résistance, il y a ce type de discours critique.
qui consiste à faire simplement naître de la dissonance, montrer que le discours institutionnel lisse est au quotidien pris en défaut par les expériences que chacun d'entre nous peuvent avoir. Et donc, du coup, les dire, les mettre en mots, c'est me semble-t-il, la première étape. Mais derrière, on peut se dire, quoi de plus? Mais je crois que notre imagination, et il y a un certain nombre de chercheurs qui y travaillent, mais ils ne sont pas les seuls, doit être débridée. Pourquoi ne pas supprimer les entretiens d'évaluation et les remplacer par des dispositifs d'autoconfrontation croisée collective, par exemple? On y perdrait moins de temps et on penserait à l'activité. Pourquoi ne pas remettre au centre l'activité? Ça a été beaucoup dit dans notre atelier, où des médecins du travail disaient, mais pour tenter de se confronter à cette souffrance, repartons de l'activité. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce qu'on fait, en quelque sorte? Et dès lors qu'on s'interroge dans ces termes, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce qu'on fait? On réintroduit une dimension clinique qui, me semble-t-il, devrait être au programme de tous les gestionnaires. Qu'est-ce que je fais à l'autre quand je fais ce que je fais? Et quand on voit ce qu'on est amené à faire chez des professionnels soucieux de réaliser leurs objectifs, qui sont dans une destruction de leur activité à leurs propres yeux, ils se rendent malades, mais en même temps ils détruisent le travail, quoi. Donc je crois qu'on pourrait, pour peu qu'on accepte de déconstruire les outils qu'on nous propose comme incontournables, l'évaluation étant l'un d'entre eux, on pourrait fort bien imaginer d'autres dispositifs qui seraient un peu moins institutionnels. Mais au commencement, il y a cette parole critique qui peut paraître un peu désespérante, mais qui est, à mon avis, absolument nécessaire. Oui, donc Souila Omar, juriste et chargée de mission égalité à la ville de Lyon. Donc mes questions et remarques ne s'adressent pas à Jaurès, mais à vous. Tout comme la première personne qui a posé une question, je m'interrogeais aussi, en fait. Vous avez beaucoup pointé du doigt des choses tout à fait pertinentes. J'ai entendu tous vos propos, mais j'attendais derrière ces interrogations des propositions. Alors, vous avez évoqué l'inflation normative, effectivement, et le sénateur Lambert en a fait un rapport transmis au président de la République l'année dernière. C'est un problème, je pense, typiquement français, l'inflation normative. Je dirais par rapport à ça qu'il en faut aussi. Le droit, c'est ce qui permet de faire avancer les choses. On ne peut pas toujours compter sur les mentalités pour que les situations s'améliorent. Le droit doit venir imposer ces changements. J'ai constaté, alors peut-être que je l'ai mal compris et vous m'en excuserez si c'est le cas, mais vous aviez l'air assez sceptique quant à certains modes compensatoires. Et je veux pour exemple citer la loi du 11 février 2005 sur le handicap. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme mode de compensation? Parce que si je reprends votre exemple de la loi du 11 février 2005, si la loi du 10 juillet 1987 n'était pas là, si la loi du 11 février 2005 n'était pas là, je peux vous garantir que s'agissant du recrutement et des conditions de travail pour les personnes handicapées, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci. Alors, concernant la première intervention, je partage tout à fait, je crois que c'est un commentaire plus qu'une question, hein, donc je partage tout à fait, bien sûr, votre avis. Alors, concernant, si vous voulez, la deuxième intervention, donc votre intervention, je me la prendrai peut-être... je me la prendrai d'abord peut-être par la question de la norme et la question du droit. Je crois que l'inflation des normes, d'abord, je ne pense pas, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas que ce soit un phénomène typiquement français. Je pense que c'est un phénomène, si vous voulez, occidental, qui est lié à la rationalisation des conduites au fur et à mesure qu'on a rationalisé, si vous voulez, les manières, pourrait-on dire, d'exploiter la nature et l'humain. Donc c'est une thèse très weberienne, n'est-ce pas? Du coup, l'inflation des normes était déjà inscrite dans le début même du rationalisme économique, c'est la thèse de Weber. Ensuite, il y a quand même une explosion des normes à l'extrémité de toutes les institutions qui apparaît au cours du 19e.
C'est-à-dire que jusqu'au 19e, même sur un plan linguistique, le terme normal et anormal n'est pas tellement fréquent. Bon, Foucault a beaucoup travaillé là-dessus, sur la normalisation des médecins, sur le fait que pendant que la France normalisait ses écoles et ses professeurs, l'Allemagne normalisait ses médecins. Bon, c'est une thèse qui a été assez rodée, si vous voulez. Et aujourd'hui, il y a véritablement, on m'a demandé de faire un petit texte pour des juristes, il y a véritablement une explosion des normes. Je ne sais plus, vous êtes beaucoup plus compétent que moi dans ce domaine, mais je crois qu'il y a 175 000 lois, il y a 400 000 décrets, il y a des millions de circulaires énormes. On est donc dans quelque chose qui est très important. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on n'a plus confiance dans la relation sociale elle-même. Alors, ça ne veut pas dire pour autant, et je vais en partie répondre à un fragment de votre intervention, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille se passer du droit. Si on se passe du droit, on tombe bien évidemment dans la lutte de tous contre tous, on tombe dans le capitalisme sauvage, on tombe dans tout ce que vous voulez. Donc je n'ai jamais dit ça. J'ai essayé de dire, peut-être que je suis mal exprimé, et j'en suis désolé si c'est le cas, j'ai essayé de dire que quand le droit se réduit à un ensemble de procédures et de stratégies, il perd peut-être la substance de ce qui le fonde, c'est-à-dire de constituer la mémoire même des luttes sociales et de leur issue. Je ne sais pas si je suis clair. Et là, je pourrais être très concret. Je pourrais prendre quelque chose que je connais bien, parce qu'il se trouve que j'ai été aux premières loges lors des négociations ministérielles. C'est l'amendement Accoyer, c'est-à-dire de protection du titre de psychothérapeute. Bon, il se trouve que je me suis retrouvé, si vous voulez, dans les négociateurs. Et on a bien vu à la fin que le texte produit, c'était l'écriture des contradictions des différentes pressions que le ministère avait subies et qui n'avaient même pas, pourrait-on dire, qui n'avaient même pas la consistance d'une loi. Ça a posé des problèmes énormes, hein, ce décret 52 de la loi de 2009. Voilà. Donc je ne voudrais surtout pas que vous entendiez que j'ai dit, n'est-ce pas, qu'il faut se passer du droit. Je trouve que le droit, c'est essentiel. Enfin, c'est ce qui nous fonde. Enfin, ça va de soi. Et le droit social est la part très noble, je dirais, du droit. Bon. Sur la loi sur la loi de 2005, je pense que là, j'ai oublié de bien vouloir m'en excuser, je pense que j'ai été aussi emporté par les effets que cette loi a produits dans la manière de penser quelque chose à quoi je suis très attaché, c'est-à-dire la psychopathologie, c'est-à-dire les souffrances psychiques et sociales. Il se trouve que la notion de handicap psychique est venue gommer un peu la spécificité de ce qu'est ce qu'on appelle la maladie mentale, j'aime pas ce mot, ou les troubles du comportement, j'aime pas ce mot, ce que moi j'appelle les souffrances psychiques et sociales. Et ça a été un peu un problème qui, à mon avis, est symptomatique de nos sociétés, c'est-à-dire à la louche, pour des raisons qui ne sont pas toujours négatives, pour des raisons sociales, compassionnelles, politiques, on ne tient pas compte des différences. Et là, notamment... Bon, mais je ne vais pas vous en parler ce soir, mais là, notamment concernant la psychopathologie, j'avais fait un texte qui s'appelle « Le handicap comme notion handicapante de la psychiatrie ». C'est-à-dire que, si vous voulez, la façon d'avoir inclus, en quelque sorte, les souffrances psychiques et sociales, qui sont au cœur de l'être, il ne faut pas se tromper, les avoir inclus, si vous voulez, sous le chapeau du handicap psychique, bon... Pour moi, dans mon épistémologie, dans ma pratique de thérapeute et autres, ça me pose un problème. C'est tout. C'était simplement ça. Mais j'ai sans doute exagéré le propos par rapport à la rectification que vous avez bien voulu faire. Juste par rapport à ça, et qu'on s'achemine vers la fin, il est clair, enfin moi je le dis souvent comme ça, lorsqu'un législateur fait 2 lois sur le handicap, 6 lois sur l'égalité femmes-hommes, on est dans une sorte de bégaiement législatif qui fait que on redit sous des angles différents, avec des modes d'attaque différents, le même principe politique à longueur de loi. Je ne refais pas toutes les lois de l'égalité femmes-hommes, 72, 83, 2001, 2006, 2010. C'est du bégaiement législatif. C'est presque une preuve de la part du législateur qu'il n'y arrive pas. S'il avait fait la bonne loi, il arrêterait d'en faire. Donc, je ne dis pas qu'elles sont inutiles. Même si on se lançait sur le débat ici, faut-il des quotas dans les conseils d'administration, on en aurait encore pour une journée, parce qu'on voit que ça interroge des postures très très profondes. Faut-il faire des quotas pour les personnes handicapées ? En tout cas, alors prenons une logique strictement comptable, eh bien c'est plutôt un échec, puisque nous ne sommes pas à 6%.
Les personnes dites handicapées ont 2 fois plus de chômage que les autres. Voilà. Donc, de toute façon, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Et donc, on voit bien qu'il faut d'autres choses qu'une loi sur le handicap pour que les personnes et les multiplicités d'handicap qu'elles peuvent représenter puissent trouver une vraie place dans le monde du travail. Donc, du coup, je pense qu'il faut à la fois dire... Enfin, tout à l'heure, j'ai été très surpris par la réponse d'un intervenant qui m'a dit « Mais vous savez, il n'y a pas de problème dans ce secteur-là, il y a des textes. » Et j'ai été sidéré par cette phrase. Alors, c'est peut-être un réflexe de juriste, mais parce qu'il y a un texte, donc ça va bien, mais le texte ne produit pas sa réalité. Les textes en France sont très souvent des volontés qui n'ont aucune traduction dans la réalité du travail au quotidien. Donc, je pense que c'est nécessaire parce que ça cristallise un état de conflit, de négociation dans la société et de volonté d'aller vers, mais on voit bien que ces volontés, pour l'instant, en France, en tout cas, ont beaucoup de mal à faire une vraie réalité. Qui transforme des problèmes de souffrance, de pauvreté, d'exclusion, parce que c'est quand même bien ça qu'il y a derrière. Donc, je pense qu'il faut, il faut être prudent, et malheureusement, là, on a peut-être un peu trop confiance dans la dimension coup de baguette magique de la loi, et sa performativité, sa capacité de transformer la réalité. Une toute dernière intervention, et puis nous pourrons clôturer cette journée. Monsieur Barbance. Oui, bonjour, Blaise Arbance, Groupama. Ma question, c'était toujours sur la recherche finalement de pistes de solutions pour relier la réflexion aussi large possible et puis l'action concrète. Donc, si je me mets un peu à la place de dirigeants d'entreprise qui assistent à la réunion, à un certain moment, vous avez évoqué l'idée de la création de valeur. Et ça m'a un peu interpellé parce que ça fait partie du vocabulaire qu'entendent bien les dirigeants d'entreprise. Et j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur ce que vous mettiez derrière et est-ce qu'il y avait des passerelles possibles pour convaincre des dirigeants méchants, forcément, de mettre en place des choses nouvelles qui répondent à l'objectif. Alors, moi, je ne dirais pas les gouvernants méchants, comme vous dites, parce que je vais citer Jaurès encore une fois. Et Jaurès a une phrase extraordinaire, tout à fait étonnante. Il dit « Une des plus grandes misères du patronat ». Alors, Jaurès, une des plus grandes misères du patronat, on penserait c'est un lapsus, c'est pas possible. Oui, une des plus grandes misères du patronat est de ne voir dans l'homme que des éléments. Et je trouve que c'est très puissant, parce que si vous voulez, ça donne une autre analyse. Il a eu une phrase aussi, il dit pour rester dans le socialisme, nous ne sommes pas obligés de sortir de l'humanité. Et je trouve que ce sont des phrases très profondes parce que ça remet justement au devant de la scène une valeur. Cette valeur, c'est la valeur de l'homme. C'est son expression d'ailleurs. C'est la valeur de l'homme. Alors, pour essayer de répondre à votre question, il ne s'agit pas de création de valeur au sens de lutter contre la baisse tendancielle de la plus-value, vous l'avez compris. Il s'agit effectivement de restituer la valeur de l'homme. Mais restituant la valeur de l'homme, c'est un pari. Un peu un pari pascalien, c'est qu'il n'y aura pas forcément contradiction avec des exigences de la production. Il n'y aura pas forcément contradiction avec des exigences d'efficacité. Parce que là, on est sous l'ombre portée, ces dernières décennies, n'est-ce pas? On est sous l'ombre portée d'un truc complètement fou, d'une idéologie. C'est une idéologie. C'est l'idéologie de l'homme économique plus que de l'économie. Et j'ai quelques bons copains économistes comme Pierre Larouturou, Bernard Maris et d'autres, n'est-ce pas? Et puis j'avais d'ailleurs rencontré Henri Salva il n'y a pas longtemps lors d'un colloque, on avait pas mal échangé, n'est-ce pas? Si vous voulez, il n'y a pas forcément contradiction. Il y a ce pari que peut-être il y a il y a le caractère essentiel parfois de l'inutile. Le jeu, ça paraît inutile, l'amour, ça paraît inutile, la poésie, ça paraît complètement inutile. Et pourtant, il n'empêche que ça peut permettre de produire, ça peut permettre de réussir, ça peut permettre, si vous voulez, d'accroître à un moment donné la valeur de l'homme. Et je pense, peut-être pour terminer, sur une citation de Walter Benjamin. Vous avez compris que j'aimais bien les citations, mais je ne vous ai pas fait subir de PowerPoint, par contre. Vous appréciez. Je ne sais pas si vous gagnez au change, mais en tout cas, moi, j'ai fait mes choix. Bon. Et donc, c'est une citation du philosophe Benjamin qui raconte le geste de l'enfant qui essaie d'attraper la lune comme une balle. Et il dit, le geste n'est pas vain, malgré les apparences, parce qu'il nourrit un élan du cœur et de l'esprit. Et il ajoute
Que serait un enfant qui serait parfaitement adapté à sa tâche? Serait-il encore un enfant? N'aurait-il pas perdu la naïve joie d'exister? Ben, si vous voulez, c'est pour cette naïve joie d'exister que je dis, ben, les gouvernants, les managers, les capitalistes, tout ce que vous voulez, ils ont peut-être aussi à gagner à ce qu'on puisse faire l'éloge de l'amour, l'éloge de la poésie, l'éloge du politique, l'éloge de ce qui paraît inutile et qui est pourtant essentiel. Voilà. Et je crois que c'est ce point-là sur lequel je voudrais terminer, quoi. Merci beaucoup. Merci.